Alors, par rapport aux émotions, donc si effectivement vous avez souhaité participer aujourd'hui, c'est que c'est un sujet qui vous intéresse. Peut-être poser deux évidences. La première, c'est qu'on a tous des émotions. Après, on les ressent plus ou moins. Il y a des personnes qui effectivement peuvent être un peu plus en recul de leurs émotions et voire les ressentir après coup. Mais en tout cas, voilà, ça c'est quand même un point commun à tout être humain, c'est que nous sommes des êtres émotionnels et elles vont s'exprimer dans tous les domaines de notre vie. Donc heureusement aujourd'hui, de moins en moins dans les entreprises, on dit que l'émotion n'a pas sa place, qu'il faut laisser ses émotions au porte-manteau, enfin bon, toutes ces expressions qu'on pouvait entendre il y a encore une dizaine d'années sont en train de disparaître et heureusement parce que quand j'accompagne d'ailleurs des équipes, la dimension émotionnelle est hyper importante. Voilà, pour qu'une équipe fonctionne bien, le relationnel, la dimension émotionnelle de chacun est fortement très présente. On va parler donc d'émotions, mais on va parler aussi surtout de perturbations émotionnelles. Donc je viendrai en fait vous expliquer justement la différence entre les deux. On est sur une masterclass qui se veut, voilà, c'est pas un cours théorique, hein, vous n'allez pas assister à 45 minutes d'un cours sur l'émotion, c'est plus à la fois du partage d'expérience, du partage de cette démarche en fait de libération émotionnelle dont je vais beaucoup vous parler, et puis d'avoir aussi des témoignages de vous, tout simplement, de pouvoir aussi réfléchir, tiens, bah, du coup, quand on parle de perturbation émotionnelle, qu'est-ce que ça évoque pour moi, comment je les vis dans mon quotidien, et que vous puissiez avoir aussi des premières clés en fait pour mieux les gérer. Alors, la démarche dont je vais vous parler aujourd'hui, bien sûr, j'ai commencé par l'expérimenter sur moi avant de me former pour accompagner les autres. Je l'ai bien sûr testé sur moi et ça a été un moment fort quand même dans tout ce que j'ai pu faire en termes de développement personnel ou de travail sur moi-même. Euh, je voulais vous partager en fait un exemple concret de ce que ça avait changé pour moi. Quand je me suis présentée tout à l'heure, je vous ai dit que j'étais conférencière. C'est quelque chose peut-être que j'aurais pas pu faire sans la libération émotionnelle. J'ai toujours été quand même plus ou moins habituée à faire des présentations, que ce soit dans mes études supérieures ou après dans le cadre du boulot. J'étais plutôt quelqu'un d'assez synthétique, j'avais pas trop de mal à faire mes supports, à les préparer, tout ça. Mais au moment de prendre la parole, il y avait souvent quand même une angoisse, une peur, de pas être à la hauteur, de pas y arriver, de perdre les moyens c'est surtout devant un grand public, hein, parce que devant un petit groupe ça allait, mais voilà, quand je parle de conférence, faut être capable quand même de présenter parfois devant des centaines de personnes, hein. Et donc, en fait, ça se voyait pas toujours, hein, que moi j'étais stressée, mais c'était pas du tout agréable pour moi. En fait, les premières minutes de prise de parole étaient vraiment très désagréables. Et puis, en fait, si je suis totalement transparente avec vous, ça se jouait même avant la présentation, c'est-à-dire que la veille ou quelques jours avant, je pouvais déjà rentrer dans un état qui n'était pas confortable, ça pouvait m'amener à une surpréparation d'ailleurs, parce que comme j'étais un peu en stress par rapport à ça, je pouvais passer beaucoup de temps à préparer. Et puis la nuit juste avant, c'était assez révélateur, hein, j'avais pas forcément une bonne nuit. Donc, qui dit mauvaise nuit, dit il y a quand même un état de fatigue après le lendemain, donc ça demande une énergie pour après être à la hauteur de la présentation si on n'est pas dans les bonnes conditions. Et puis, donc, du coup, un des premiers sujets que j'ai traité quand j'ai découvert cette démarche de libération émotionnelle, c'était ça, parce que j'avais vraiment envie de pouvoir faire des conférences, des prises de parole et tout, que ce soit agréable, quoi. Et ça a été un grand changement parce que en fait, concrètement aujourd'hui, alors peut toujours y avoir le petit trac de démarrage. Si vous interrogez d'ailleurs des artistes, ils vous diront toujours que le moment où ils montent sur scène, ils ont un petit coup de stress, mais c'est le petit coup d'adrénaline positif. C'est vraiment le moment où on monte sur scène, où on va prendre la parole et là, hop, et ça disparaît très vite. Et c'est ça qui fait la grosse différence avec la perturbation émotionnelle, c'est que il n'y a plus de symptômes avant, c'est-à-dire que maintenant je dors très bien la nuit avant, je ne suis pas en surpréparation, donc tout ça, ça a disparu. Donc ça a vraiment été pour moi un changement hyper important. Et quand je vous partage en fait cette expérience-là, il y a une émotion qui était quand même assez présente autour de cette prise de parole,
Est-ce que vous l'avez repéré? Alors, je pense que j'ai dit le mot, mais est-ce que, voilà, si vous deviez dire, bah, tiens Florence, ce que tu ressentais principalement en prenant la parole en public, c'était quoi comme émotion? Peur et angoisse. Ouais, c'est ça, exactement. Entre les Donc, deux, je sais la pas. peur et l'angoisse. Donc ça, c'est la peur, elle fait partie de nos 4 émotions principales. Est-ce que vous connaissez les 3 autres? Je dirais qu'il y a joie, Ouais. joie, tristesse, colère. La colère, ouais, j'allais dire aussi. Yes. Donc effectivement, on a dans nos 4 émotions de base la peur, donc que j'ai illustrée avec mon exemple de la prise de parole en public, la colère, la tristesse. Alors, ce sont des émotions dites désagréables. En fait, moi, j'emploie pas trop le mot négatif. Parfois, on entend, oui, émotion positive, négative, parce que, mais il y a une notion, enfin, il y a du jugement quand on dit ça. En fait, la colère, la tristesse et la peur sont désagréables, mais elles sont pas forcément négatives. Elles véhiculent un message qui est important en fait à prendre en compte. Et du coup, ces émotions-là, elles font partie de nous et on ne va pas les enlever. La 4e, effectivement, c'est celle que vous avez tout de suite trouvée, c'est la joie. Donc ici, c'est vraiment une émotion qui est plutôt à cultiver. Elle ne donne pas forcément lieu à des perturbations émotionnelles, donc on ne va pas chercher, en fait, en tout cas dans cette démarche de libération, à travailler la joie. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'en libérant les perturbations émotionnelles qui sont de l'ordre de la colère, de la peur et de la tristesse, eh bien, je laisse beaucoup plus de place à cette 4e émotion qui est la joie. Donc, finalement, en fait, la joie, elle fait quand même partie du processus parce que du coup, c'est une conséquence positive en fait de tout ça. Moins je suis dans la colère, la peur et la tristesse, plus je peux savourer et cultiver la joie. Et alors, j'arrête pas là de vous parler de perturbation émotionnelle, donc peut-être que ça vous pose question de dire mais qu'est-ce qu'elle entend par perturbation émotionnelle, ce qui n'est pas la même chose que l'émotion. Ça vous questionne? Vous avez peut-être déjà entendu parler d'ailleurs de ce terme-là, perturbation émotionnelle? Célia ou Marine, parce que du coup Muriel, elle connaît. J'allais dire, moi je l'ai entendu avec toi, donc je répondrai pas. Célia et Marine, est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Pas, disons pas avec ces mots-là, mais après, ça me parle, ça me paraît pas fou, quoi. Voilà, c'est vrai qu'en plus, on dit souvent, les émotions, c'est un peu comme la météo, ou voilà, donc il se passe tous les jours des choses qui sont sujettes à émotion, quoi. Oui. Et si tu devais, est-ce que ça vous va si on se tutoie ou pas, vu qu'on est un petit groupe? Ouais. Bien sûr. Si tu devais la définir, tu dirais quoi, Marine? Quand je te parle de perturbation émotionnelle, tu le comprends comment, toi? Moi, c'est quelque chose qui comment dire, je dirais d'inattendu, du coup. Ouais, c'est ça, qui est un peu pas prévu au programme et bah, du coup, ça me perturbe dans ce que j'avais prévu de faire ou voilà. Bon, même si on sait que voilà, tous les jours, il va y avoir des émotions différentes, bah, c'est toujours Ok. Et Célia, toi, tu le comprends comment quand je parle de perturbation émotionnelle? Moi, je le prends comme quelque chose qui nous affecte vraiment et pour lequel on va prêter peut-être une grande importance alors que c'est peut-être pas forcément nécessaire et quelque chose qui tournicote dans la tête, en fait. Ok. Alors, Mais moi, j'ajouterais qu'on le subit. En fait, on subit. Ouais. On se dit, mais mince, pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi ça m'arrive? Et on n'arrive pas à s'en défaire. On peut se dire, on en est conscient que ça déconne, mais on le subit. ok. Super. Merci pour ces éléments. C'est hyper intéressant. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. Je vais commencer par la mauvaise. La mauvaise nouvelle, alors c'est plutôt pour toi, Marine, c'est que en fait, le côté inattendu et pas prévu au programme, ça, c'est l'émotion. Et ça, on ne pourra rien y changer là-dessus, parce que le principe du fonctionnement dans l'émotionnel, c'est que ça arrive à un moment donné, ça émerge d'un coup, sans qu'on l'ait prévu, sans qu'on l'ait anticipé. Par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'en général, c'est assez rapide. Quand on est dans l'émotion,
Il y a une émotion qui monte et l'émotion repart assez rapidement. L'autre bonne nouvelle, c'est que par contre, pour ce que tu as décrit là, Célia, sur le fait que quelque chose qui nous affecte beaucoup, qui prend une grande importance, voire une trop grande importance, qui n'est pas forcément nécessaire, qui amène à tournicoter dans la tête. Muriel, toi, tu parlais de fait de subir. Tout ça, par contre, ça, on peut le travailler, parce que ça, c'est de la perturbation émotionnelle. En fait, la différence entre émotion et perturbation, c'est que la perturbation émotionnelle, c'est une émotion qui nous envahit d'un seul coup, qui a un niveau disproportionné par rapport à la réalité, et qui nous amène à un comportement et une réaction qui n'est plus adaptée à la situation. Donc en fait, Célia, vraiment, tu étais au cœur de la définition de la perturbation. Quand tu dis on y accorde une trop grande importance, c'est exactement ça. C'est OK de ressentir de la colère dans certaines situations. Je veux dire, je me fais agresser dans la rue, on me pique mon sac, oui, je ne vais pas rester impassible. Je peux avoir peur ou je peux être un peu en colère parce qu'on m'a piqué mes affaires. Par contre, ce qui va nous déranger, c'est quand cette émotion devient disproportionnée par rapport à la situation et qu'elle nous met du coup dans quelque chose qui n'est plus en phase avec la réalité. Quand tu parles du fait que ça tournicote, ça c'est complètement les symptômes d'une perturbation. La grosse différence entre émotion et perturbation, comme je disais tout à l'heure, l'émotion, elle arrive, elle passe, elle repart. Elle n'adhère pas en fait, il n'y a pas d'adhérence. Alors que la perturbation, elle va coller, elle va adhérer. Donc dès que vous êtes dans de la rumination, en fait je tourne le truc en boucle, là vous avez basculé dans de la perturbation. Et ça, on peut faire quelque chose, on peut l'enlever pour justement que vous soyez plus bloqué là-dedans. Donc, dans les exemples en fait de perturbations émotionnelles, il y a alors la prise de parole que j'ai pris tout à l'heure, que moi j'ai vécu, c'est un exemple qui est très fréquent, mais il y en a plein d'autres. Je crois que c'est Célia, tout à l'heure, tu partageais le fait que tu avais reçu des remarques assez virulentes de ta cliente. Ça peut générer effectivement de la perturbation. Quand je suis sensible à des remarques ou à des critiques, du coup, ça peut faire emballer ma machine émotionnelle. Il y a des personnes qui peuvent aussi réagir face à l'échec. Voilà, c'est quelque chose qu'ils vont très mal vivre. Ça peut être aussi, je ne sais pas, vous faites une publication et puis ça ne donne pas du tout les résultats escomptés. Là, ça va dépendre aussi de votre niveau émotionnel, mais si vous êtes dans un très fort niveau émotionnel, finalement, à froid, quand on remet ça par rapport à son contexte, est-ce que ça justifie autant d'émotions? Peut-être pas. Une autre chose aussi qui est souvent, comment dirais-je, partagée, et notamment par les entrepreneurs comme nous, quand il y a cette difficulté à négocier avec un client, à devoir communiquer sur des tarifs ou à tenir nos tarifs, c'est-à-dire à ne pas se laisser embarquer dans une négo où finalement on vend un truc à un prix dérisoire. Tout ça, ça peut être le symptôme d'une perturbation émotionnelle liée à l'argent. Un autre sujet, un grand classique, dire non. Parfois, c'est très compliqué pour certaines personnes d'être en capacité de dire non à un client ou non à un partenaire ou non aussi dans la sphère familiale, parce que d'ailleurs, vous verrez que les deux se rencontrent très souvent. Ce que vous retrouvez en perturbation émotionnelle dans le travail, vous allez les retrouver aussi dans votre milieu personnel. Alors peut-être, Muriel, tu aurais toi aussi un exemple, je ne sais pas, de quelque chose, une situation qui peut te générer de la perturbation émotionnelle? Donc, il peut y en avoir plein, mais le plus... je pourrais t'en donner plein. Mais le plus gros qui m'avait vraiment mis dans tous mes états, qui m'avait marqué, c'était la prise de parole en public, mais devant beaucoup de personnes. Devant des plus petits groupes maintenant, avec l'entraînement, ça va, mais vraiment, si je dois encore aujourd'hui reparler devant, je sais pas moi, 50, 80 personnes, ça va me stresser, quoi. Prise de parole, comme tu as dit, ce que tu as décrit, en fait, j'aurais pu dire, ouais, moi aussi. Ok. Ouais. Ok, donc on n'est pas juste au niveau du track, quoi. Ça prend beaucoup plus d'ampleur qu'un petit track de début de parole, quoi. Ouais. Ok. Donc là, effectivement, on est sur
une perturbation qui est similaire à celle que moi j'ai traitée au tout début quand j'ai découvert cette démarche. Il y a un sujet, une question qui revient souvent en fait quand je présente cette démarche, c'est et le stress alors, est-ce que c'est une perturbation? Est-ce que c'est une émotion? Alors le stress n'est pas une émotion en soi, c'est plutôt effectivement la résultante de perturbations émotionnelles. Notamment quand on a le sentiment d'être dépassé, de plus forcément avoir les ressources suffisantes pour répondre à un certain niveau d'exigence, à des attentes. On a l'impression voilà, d'être dépassé, de perdre nos moyens, et ça peut du coup générer beaucoup de stress. Donc voilà, souvent moi le stress, je le vois plus comme une conséquence de perturbation émotionnelle que comme une perturbation en tant que telle. Donc quand quelqu'un vient me voir en me disant je suis beaucoup trop stressée, en fait le premier travail qu'on va faire, c'est d'aller chercher qu'est-ce qu'il y a derrière le stress en fait. Quels sont vraiment les sujets qui mettent la personne en tension, quoi. Alors, justement, sur peut-être la question là que vous allez vous poser, c'est ok, mais comment je fais pour repérer quand je suis en perturbation? Parce que voilà, justement, d'une personne qui va venir me voir avec une problématique très globale de dire je suis hyper stressée en ce moment, comment je vais l'aider à aller identifier les sujets justement qui la mettent en stress? Eh bien, la première chose, en fait, c'est d'aller voir en fait, ce qui se passe au niveau sensoriel. Parce que quand vous êtes en perturbation émotionnelle, il y a un dysfonctionnement en fait sur 3 niveaux. Le niveau sensoriel, c'est dans ce moment-là, si vous prêtez attention en fait à cet instant où vous allez être en perturbation, vous pourrez remarquer normalement que vous avez des sensations corporelles. Alors justement, toi Muriel, là par rapport à l'exemple qui est similaire à celui que moi j'ai vécu, quand tu dois prendre la parole en public, est-ce que tu perçois quelque chose qui se passe dans ton corps? Est-ce qu'il y a quelque chose d'assez désagréable? Oui. Alors, j'ai les mains, quand vraiment là, c'est le stress extrême. Et celui-là où vraiment, je ne me gère pas bien. J'ai les mains, j'ai froid dans les mains et en même temps, elles deviennent moites. J'ai le palpitant qui monte. Et d'ailleurs, ouais, je me sens vraiment stressée et angoissée, quoi. Ok. Donc là, vous voyez, effectivement, Muriel, elle cite plusieurs manifestations physiques de sa perturbation émotionnelle. Donc ça, c'est le premier repère qui nous permet d'identifier une perturbation, c'est de se dire, tiens, là, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Est-ce qu'il y a des manifestations physiques? S'il y en a, et souvent, en fait, c'est des problèmes respiratoires. Ouais, j'allais dire aussi la respiration. Voilà. Donc ça Mal revient respirer, angoissé, quoi, comme une petite crise d'angoisse, quoi. Vraiment, ouais, je manque d'air. Je manque d'air, quoi. Donc ça peut être ça, respiratoire, ça peut être des problèmes, comment dirais-je, enfin des tensions à certains endroits ou de manière générale. Ça peut être aussi un rythme cardiaque qui va s'accélérer. On a l'impression que voilà. Et alors aussi physiquement, je vais alors avoir envie d'aller faire pipi, je ne sais pas combien de fois avant. Le truc, ça me rappelle aussi les galas de danse avant que j'avais des gros spectacles. Mais toutes celles qui étaient stressées, on passait notre temps à retourner aux toilettes juste avant, alors que tu ne buvais pas d'eau, mais tu avais tout le temps envie d'aller aux toilettes avant. Ça aussi, c'est physique. Oui, du coup, c'est une pression sur la vessie qui fait que ça te donne envie d'aller aux toilettes. Ouais. Complètement. Voilà. Alors, donc ça, c'est le premier niveau. Il y a un dysfonctionnement d'un point de vue sensoriel. Est-ce que tu as repéré quelque chose au niveau mental? C'est-à-dire que quand tu es en perturbation, là, avant de prendre la parole en public, est-ce qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne là-haut? Oui, la difficulté de se concentrer, d'avoir un peu le brouillard, quoi, les idées qui se mélangent et de se dire je ne sais plus ce que je dois dire, est-ce que ça a du sens, dans quel ordre? Les idées se mélangent, quoi. Ok. Le peur aussi d'être bloqué et que plus rien ne sorte. Donc voilà, donc vous voyez que là, ça c'est effectivement aussi un très bel exemple de ce qui se passe mentalement quand on est en perturbation.
Ça montre aussi tout l'intérêt de ne plus être en perturbation parce que du coup, vous récupérez 100% de vos capacités mentales. Vous pouvez vous concentrer pleinement sur le sujet sur lequel vous devez intervenir ou le sujet d'échange avec la personne avec qui vous êtes. Bref, vous n'êtes plus perturbé mentalement. Et puis, le troisième niveau dysfonctionnel, c'est émotionnel, bien sûr, puisque l'on parle de perturbation émotionnelle. Donc, forcément qu'à ce niveau-là, ça dysfonctionne. Donc, les trois, en fait, une fois qu'ils sont activés, on est un peu comme dans une machine à laver qui s'emballe. Alors, justement, Célia, tu disais, c'est pas prévu au programme. Alors, j'ai envie de dire, la métaphore de la machine à laver, c'est que contrairement à la machine où vous pouvez programmer cette machine, c'est vous qui appuyez sur le bouton, là, à l'inverse, en fait, vous la subissez, quoi, cette perturbation. C'est comme si c'était quelqu'un d'autre, en fait, qui appuyait sur le bouton et vous êtes à l'intérieur de ce tambour et vous êtes un peu secoué. Le programme de la machine, il est plus ou moins long. Donc, vous pouvez être sur des perturbations qui sont très courtes, comme des perturbations qui peuvent durer une journée, voire des semaines parfois. Elle peut se mettre en marche plusieurs fois par jour pour la même perturbation. Donc là aussi, ça va dépendre. Peut-être que vous allez la vivre qu'une fois dans la journée et puis peut-être qu'elle va se répéter X fois. En tout cas, voilà, l'inconvénient de tout ça, c'est que pendant que vous êtes dans ce tambour, vous ne pouvez pas vous concentrer sur autre chose, que ça bouffe énormément d'énergie et puis surtout, ça abîme en fait. Imaginez votre corps là, dans cette machine à laver X fois par semaine. Il n'y a pas de programme délicat, là, contrairement à une machine à laver. Vous êtes en mode essorage souvent assez fort. Et donc, au bout de X années, parce que nos perturbations, on vit avec depuis qu'on est tout petit pour certaines, ça finit par user. Et ça, on va en reparler dans les conséquences corporelles, comment votre corps il souffre en fait de tout ça. Alors, ce que je vais vous proposer maintenant, alors comme on est un tout petit groupe, on va le faire ensemble, c'est de réfléchir, Célia et Marine. Muriel, elle a déjà donné un exemple tout à l'heure, donc c'est plus à vous deux que je vais m'adresser. Maintenant que je vous ai partagé un peu tout ça, qu'est-ce qui vous vient en fait en termes de perturbation? Qu'est-ce que vous pouvez vivre dans votre quotidien? Peut-être un ou deux exemples chacune de perturbations que vous vivez. Tu veux que j'y aille, Célia? Oui, vas-y. Du coup, ouais, moi, je pense à plein de choses. D'ailleurs, que ça soit pro ou perso. Il y en a pas mal. En exemple, par exemple, il y avait un déjeuner de famille samedi dernier et c'était vraiment un truc pour moi où où justement le mental s'emballait vraiment en avance en mode oh là là, il faut pas que je m'énerve, ça va dégénérer. Enfin voilà, j'étais en train de me faire des scénarios de folie et voilà, ça revenait tout le temps quoi. Donc ça c'était plus pour le perso quoi. Et après pour le pro. Justement, je pensais pas mal quand tu disais à dire non. Il y a un client à qui à qui je voulais dire, j'ai envie qu'on continue, mais sur une base horaire réduite. Donc j'avais écrit mon mail. C'était, mais ça me semblait être un truc énorme et j'ai dû mettre 1 heure à envoyer le mail. Pourtant, le mail, il était écrit, hein, mais juste, j'étais devant le mail, j'étais là genre, non, je suis pas prête. Et bon, à un moment, je me suis dit, bon, vas-y, allez, voilà, fais-le, hein, mais je me suis dit, c'est quand même... Et en plus, quand je relis parfois ce genre de mail 3 mois après, je me dis, mais je comprends pas pourquoi j'ai passé 1 heure à l'envoyer, en fait. C'est hyper... c'est hyper doux, en fait, il n'y a rien de... Ça va, quoi. Ok, super. Donc, dans ton premier exemple, c'est quelle émotion qui s'active par rapport à ton déjeuner de famille, là? C'est plutôt de la colère. D'accord.
Alors, la colère quand tu es au déjeuner, mais avant, parce que là, j'ai l'impression que ça se passait avant. Ouais, c'est avant. Ouais. Et donc là, du coup, c'est quoi? C'est que tu es déjà en colère avant d'y aller Ouais, ou... c'est ça. Ok. Est-ce Et que je me tu... dis, enfin, je me fais des scénarios catastrophes ça va se passer comme la fois d'avant, nan, il va se dire ça et machin. Et je me dis, mais peut-être que oui, peut-être que non. Enfin, mais je vois le petit scénario qui se relance sans cesse, quoi. Hmm. Est-ce qu'au-delà de la colère, il n'y aurait pas de la peur aussi? La peur que ça dégénère, tu vois, tu as employé ce mot-là tout à l'heure. Ouais, bien sûr. Ouais, ok. Donc là, effectivement, cette projection, enfin, où tu te projettes à être à ce déjeuner de famille, ça vient activer de la colère et de la peur que ça dégénère, et là, ça te met en perturbation, quoi. Ouais. Ok. Mm, mm. Et dans le deuxième exemple, c'est la peur de dire non, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. C'est vraiment peur de dire non, peur de dire on réduit, peur, enfin, Ok. c'est Ouais, vrai parce que... que là, c'était d'ailleurs, tu disais pas forcément non, c'est juste que tu recadrais sur un nombre d'heures plus limité, c'est ça? C'est ça. Ouais, ok. Et même ça, c'était C'était déjà... déjà difficile, hein. c'est Ok. difficile, ouais. Ok. Et pour toi, Célia, du coup, est-ce que tu as des exemples qui te sont venus? Oui, alors moi, comme vous, la prise de parole en public, ça a toujours été très compliqué pour moi. Ok. Moi, je me suis un petit peu améliorée maintenant que je donne des cours à l'université. Ça me permet de m'entraîner un peu. Et puis aussi, c'est vrai que j'attache beaucoup d'importance à la satisfaction de mes clients. Et puis c'est vrai que quand j'ai des critiques ou des mauvais retours, ça n'arrive pas souvent, mais c'est comme quand j'étais à l'école et que je recevais une mauvaise note, bah ça sortait pas ça sort pas de ma tête. Il faut vraiment que ce soit le plus parfait possible. Et voilà, ça a tendance à me décontenancer parfois. Hmm. Même parfois devant les clients, où bah, oui, on est tout penaud et on ne sait pas quoi dire parce que, oui, effectivement, il y a eu une erreur, parfois ça arrive et voilà, on ne sait plus trop comment se positionner face à lui. Et puis, effectivement, devoir dire non à un client, c'est parfois compliqué, mais bon, on ne peut pas tout faire non plus, selon les compétences qu'on a et Selon le budget qui t'a alloué dans le aussi. budget, oui, c'est ça, D'ailleurs, proposer un prix à un client, avant que je suive le mentoring de Muriel, c'était, mince, est-ce que je propose le bon prix? Est-ce que ça va être bon? Est-ce que ça va pas le freiner dans, dans sa démarche, de vouloir faire appel à moi? Heu et puis aussi niveau client, quand il faut dire stop, quand on arrête une collaboration, quoi. Ok. Ça marche. Merci pour ces partages, Marine et Célia. Et puis, du coup, bravo, parce que vous avez déjà franchi la première étape. Parce que la première étape, alors ça peut paraître simple, mais ça ne l'est pas tant que ça, c'est déjà d'avoir conscience de ces perturbations émotionnelles. Moi, j'ai des personnes que j'accompagne, ça m'est arrivé une fois, un monsieur qui m'a dit, mais moi, j'ai pas de perturbation. Ça, c'est Quelle tous les chance! mecs, ça. C'est très masculin, ça. Oui, c'est vrai, je me permets de le dire, on est entre femmes, les femmes sont beaucoup plus ouvertes à ça, enfin à reconnaître en tout cas leurs perturbations. Donc j'ai respecté tout à fait ce qu'il m'a dit, je dis d'accord, on pourra peut-être en reparler quand ce sera le bon moment. Mais donc voilà, et après il a ouvert la porte quelques séances après là-dessus, mais voilà, sachez qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément conscience de leurs perturbations. Donc c'est pour ça que déjà je vous dis bravo, parce que spontanément là je vous ai laissé à peine une minute pour y réfléchir et vous en avez déjà cité au moins trois, enfin deux, Marine, Célia, même trois ou quatre. Donc ça veut dire qu'il y a déjà un niveau de conscience. Et ça c'est la base, parce que pour pouvoir se libérer de quelque chose, il faut en avoir conscience. Donc j'y reviendrai tout à l'heure quand je vous expliquerai comment ça se passe justement dans la démarche, mais la première étape c'est ça, c'est de lister déjà toutes les perturbations émotionnelles et de voir quelle est leur ampleur en fait dans votre quotidien. Si je fais juste un petit zoom sur les peurs, en fait, quand on parle de perturbations émotionnelles liées à la peur, en fait, on vient toucher ce qu'on appelle les peurs qui sont non fondées, c'est-à-dire les peurs que vous ressentez alors que vous n'êtes pas face à un réel danger. À votre avis, parmi toutes vos peurs, combien représentent en fait les peurs infondées, qui ne sont pas liées à un danger réel?
En pourcentage à la grosse, hein, vous diriez combien? 100%. 90% au moins. Ouais. Oui, combien tu dis? 95%. Marine, tu dis 84? 95. 95%. Et Célia, tu disais combien? Minimum 90%. Ouais, Moi, je suis d'accord. Je pense qu'on se crée. Vous êtes dans le vrai, c'est effectivement environ 90% de nos peurs ne sont pas des peurs liées à un danger réel. En fait, elles sont liées à un danger soit qu'on anticipe. Typiquement, là, l'exemple du déjeuner de famille, bah, tu n'y es pas encore, que tu es déjà dans l'anticipation que ça peut partir en vrille. Donc là, on n'est pas sur un danger réel, ce n'est pas encore le cas, quoi. Peut-être que ce déjeuner va se passer à ta grande surprise, peut-être très bien. Donc voilà, seulement 10% de nos peurs sont réelles. Hein, vous êtes, j'en sais rien, dans un accident de voiture, face à un incendie, etc. Tout ça, bien évidemment, que ce sont des peurs réelles. Et celles-là, on ne va pas chercher du tout à les désactiver parce qu'elles sont nécessaires à notre survie. Hein. D'accord ? Maintenant, là où je vais vous questionner un petit peu, où on va travailler ensemble, c'est, à votre avis, quelles sont les conséquences de ces perturbations ? Parce que finalement, s'il n'y avait pas de conséquences négatives, on pourrait vivre avec assez facilement. Donc, qu'est-ce que ça amène comme conséquence? Bah, je trouve que ça empêche un peu d'avancer, en fait, parce que comme ça nous reste dans la tête, c'est vrai que passer à l'étape suivante, c'est parfois compliqué. Enfin, juste même, ne serait-ce qu'avancer dans le travail, se concentrer pour faire autre chose, en fait. Ok. Donc ça, effectivement, la concentration, on l'a vu avec l'exemple de Muriel, bah, du coup, tu perdais le fil de tes idées, tu n'étais plus pleinement concentré sur la présentation que tu devais faire. Donc ça, c'est une des conséquences. Ouais, ben pour parler sur la partie commerciale, je pense que du coup, ça peut amener à éviter à procrastiner ou à éviter de faire certaines actions parce que on a peur du non quand on se vend, quand on prospecte ou quand on est face au client ou quand on fait sa proposition de tarif, etc. Vu qu'on a peur d'un non, ça peut engendrer plein de choses. Sur le prix, ça peut engendrer qu'on fixe nos prix trop bas ou qu'on les baisse trop vite et que du coup, on ne se développe pas et on va s'épuiser à travailler beaucoup pour du pas cher. Donc, je trouve qu'il peut y avoir énormément d'impact sur beaucoup de choses. Oui, tout à fait. D'activités. Alors là, du coup, ce que tu donnais comme exemple, Muriel, on est plus justement sur des conséquences au niveau de notre comportement. Si je ne suis pas à l'aise à dire non, je peux avoir comme réaction comportementale d'être dans la fuite ou l'évitement. Bah, j'évite de dire non. J'évite de me retrouver dans une situation où je dois dire non. Ou si on n'arrive pas à dire non et qu'on prend toujours plus de missions et qu'on n'arrive pas à recadrer avec le prix, on peut se retrouver coulé de travail et puis de ne pas être facturé à notre juste valeur. Ouais. Être asphyxié, quoi. Si je prends l'exemple des remarques négatives, Célia, en fait, là, il y a plusieurs réactions possibles. Donc, peut-être que tu vas te reconnaître dans certaines d'entre elles. Je peux être, allez, je vais prendre celle qui est la plus manifeste d'un point de vue extérieur, les personnes qui vont réagir avec agressivité. Je me prends une remarque négative de ma cliente, là, qui m'appelle hier et qui m'envoie voilà, des remarques hyper virulentes. Bah, en gros, je vais lui renvoyer un scud et là, je vais la recadrer direct, quoi, de manière violente. Donc, j'agresse. Je ne suis pas sûre que ce soit cette réaction-là que tu as eue, Célia. Je me trompe? Bah, au bout d'un moment, je lui ai quand même envoyé un SMS où j'ai écrit un gros stop. Okay. Elle harcelait de SMS et c'était juste pas possible, j'entrais en réunion. Donc, d'accord, donc là peut-être qu'elle a atteint un stade, mais avant d'en arriver là, c'était quoi ta réaction face à ces remarques? Non, avant, je pouvais pas lui répondre comme j'entrais en réunion, donc je lui ai fait un petit SMS en disant oui, j'ai bien reçu tes messages. Je regarde ça dès que je peux. Là, j'entre juste en réunion, donc je peux pas te rappeler, mais n'hésite pas à me faire un message pour me dire ce qui va pas, ce que je dois corriger, etc. Voilà. Et les fois d'avant, peut-être, si tu pensais aux fois d'avant, ou Florence ou... Parce que donc, face à une remarque négative ou des critiques fortes, tu peux donc, comme je disais, soit rentrer en agressivité toi aussi,
soit tu peux, c'est le petit bonhomme qui est à gauche, là, être complètement bloqué, être dans une forme d'inhibition, hein, donc je rentre un peu dans ma coquille, je dis rien, je fais le dos rond, j'attends que ça passe. Je peux aussi être même voire tétanisée, hein, c'est-à-dire que je suis scotchée, je ne sais pas quoi lui répondre. Et ça d'ailleurs, j'ai plein de personnes qui m'ont dit, mais après coup, quand je suis sortie de la réunion, par exemple, je me suis dit, mais je ne comprends pas, je n'ai pas réagi, quoi. Je ne savais pas quoi dire. Donc ça, on est clairement dans un comportement d'inhibition et de blocage. Ou alors, je peux prendre la fuite ou éviter. Alors, prendre la fuite, ça peut être, je trouve un moyen pour couper court à la conversation. Là, je suis en train de prendre plein de remarques négatives. Je trouve une excuse pour couper la conversation, sortir de la réunion, finir la conversation téléphonique. Bref, ça dépend dans quel type d'échange vous êtes. Ça peut être, alors, je ne sais pas si vous voyez la différence avec l'évitement. Je vais prendre un autre exemple qui va être très parlant. Si j'ai peur des chiens, la première fois que je prends un chemin, par exemple, pour aller à pied à un rendez-vous, je tombe sur une maison avec un portail où il y a un gros chien qui m'aboie dessus. La première fois, je fuis. C'est-à-dire que je suis confrontée à la situation, je prends mes jambes à mon cou, je fuis. La deuxième fois où je vais prendre ce chemin, en général, les personnes, elles sont assez malines, elles vont prendre une autre rue, un autre chemin où elles vont changer de trottoir pour éviter d'être face au chien. D'accord ? Donc les deux sont souvent très couplés, hein. Soit je suis dans la fuite, soit je suis dans l'évitement, mais ça va souvent ensemble. Et puis la quatrième, là, qui est tout en haut, le contrôle et la prise de pouvoir. Ça peut être, je reprends ton exemple de je suis en réunion, j'ai un client qui m'envoie plein de remarques négatives. Je vais m'arranger pour... alors, soit je me contrôle moi, hein, ça peut déjà être... je prends sur moi, je dis rien, je suis hyper tendue. Donc, là, je suis plutôt dans une colère en général que j'intériorise. Ou alors, je prends le pouvoir vis-à-vis du client, c'est-à-dire, je vais lui dire OK, j'ai entendu, et hop, je passe à un autre sujet. Bon, de toute façon, l'objet de la réunion, c'était pas ça. Aujourd'hui, on devait travailler sur telle chose. Et là, vous coupez court et vous reprenez le pouvoir pour stopper... C'est pas mal ça, non? Alors, ça peut sembler pas mal à court terme. Après, c'est pas très constructif dans la relation à l'autre parce que, du coup... En tout cas, c'est la meilleure de tous tes exemples. Donc voilà, donc ça, ce sont les conséquences d'un point de vue comportemental. Ensuite, d'un point de vue relationnel, en fait, vous imaginez bien justement avec notamment ces conséquences comportementales que ça peut altérer en fait la bonne relation à l'autre. Si je suis, je reprends là, si je suis dans l'attaque et l'agressivité, oui, ça va entamer la bonne relation avec l'autre. Si je suis dans la fuite et l'évitement aussi, enfin bref, si vous prenez les quatre, vous verrez qu'il y a forcément une conséquence relationnelle en fait dans tout ça. Donc ça, c'est le deuxième niveau de conséquence. Le troisième niveau, il est justement avec cette image. Je ne sais pas si vous connaissez cet animal. Alors, il n'existe plus aujourd'hui, mais il a réellement existé. C'est un animal préhistorique. Ah non. Est-ce que vous voyez Non. On dirait un tigre rhinocéros. Alors, c'est un tigre à dents de sabre. Et pourquoi je vous montre ça ? Eh bien, c'est pour vous dire que sur votre corps, les conséquences de multiples perturbations émotionnelles, c'est l'équivalent de la rencontre de cet animal. À chaque fois que vous subissez des perturbations émotionnelles, vous mettez votre corps en alerte quasiment au même niveau que si vous étiez face à cet animal. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a autant de burn-out, autant de problèmes, parce que, en fait, avant, l'homme, il était face à des peurs réelles, plus que des peurs anticipées, infondées, etc. Et c'était ponctuel. Il ne rencontrait pas des animaux comme ça tous les matins ou plusieurs fois par jour. Vous voyez, c'était peut-être une fois de temps en temps et ça les mettait dans un niveau de stress hyper élevé et puis après, ça passait. Nous, aujourd'hui, on est dans un monde où on vit des perturbations émotionnelles, où on est dans un niveau de stress quasi permanent. Donc, du coup, les conséquences pour le corps, elles sont multiples. En fait, quand vous mettez votre corps dans une situation avec ce niveau de stress, il faut savoir que lui, il est très intelligent. En fait, il va adapter la distribution de l'énergie en fonction de ce qui lui semble vital. Donc, si vous lui envoyez l'info que vous êtes en danger,
hein, même si le danger n'est pas réel, c'est quand même l'info que vous lui envoyez, attention, danger important, et ben lui, il va mettre au ralenti toutes les autres fonctions qui ne sont pas de l'ordre de la survie immédiate, c'est-à-dire la digestion, tout ce qui est l'oxygénation des muscles, le système immunitaire, ça peut surprendre, mais en fait, le système immunitaire, il n'est pas lié à votre survie immédiate, c'est plutôt une survie à moyen et long terme. Donc, dès que vous êtes dans une période de fort stress, en fait, vous amenuisez votre système immunitaire parce que tout simplement, votre corps, il ne met pas la priorité là-dessus. Et c'est d'ailleurs pour ça que les gens qui, en général, sont dans une période de forte perturbation émotionnelle, eh ben, ils peuvent plus facilement tomber malades. Oui. Et ouais, en fait, ça a un impact fort sur le système immunitaire. Le sommeil agité, ça j'en parlais tout à l'heure avec mon exemple, là, quand j'étais en perturbation avant des prises de parole, oui, je dormais pas bien. L'augmentation du rythme cardiaque, ça c'est vraiment une manifestation pendant la perturbation qu'en général on sent. Si ça vous le vivez X fois par jour, du coup ça peut vraiment amener des problèmes cardiaques. Qu'est-ce que j'ai pas cité d'autre? La fatigue, c'est évident, c'est énergivore, c'est chronophage de gérer ces perturbations émotionnelles. Donc, du coup, au niveau de votre fatigue physique, ça s'en ressent. Ce que vous voyez en haut à droite, c'est ce qui se passe au niveau du cerveau. Et donc ça, on en a parlé avec l'exemple de Muriel, effectivement. Et c'est la quatrième conséquence, c'est au niveau mental. En fait, ici, il y a vraiment quelque chose qui dysfonctionne quand on est en perturbation. Je ne vais pas y revenir parce qu'on l'a quand même illustré tout à l'heure avec ton exemple, Muriel, puis je vois le temps qui tourne. Donc, je voudrais qu'on puisse aller jusqu'au bout de la démarche. Mais voilà, donc du coup, il y a aussi des conséquences mentales importantes. Cinquième conséquence, la liberté d'action. Alors là, on est sur, en fait, quand vous êtes avec des perturbations émotionnelles régulières, eh bien, vous avez tendance, en fonction d'ailleurs des comportements que j'ai décrits tout à l'heure, à prendre plutôt une porte qu'une autre. Donc, cette fameuse porte rouge, en fait, c'est celle que vous empruntez la plus régulièrement. C'est la plus confortable pour essayer de gérer ces perturbations. À partir du moment où vous désactivez qu'il n'y a plus de perturbations, toutes les portes grises qui sont à côté deviennent des options pour vous. Le fait de pouvoir dire non à un client sereinement, vous allez voir que ça va vous ouvrir des portes, quoi. Parce que ce que vous ne ferez pas avec ce client-là parce que vous lui aurez dit non, vous pourrez utiliser votre temps différemment, vous pourrez peut-être du coup avoir un autre client, enfin bref, ça va ouvrir vraiment des nouvelles opportunités. Donc, en fait, une des conséquences positives, c'est retrouver une liberté d'action. Je ne subis plus, je choisis. Et la dernière, alors là, c'est plus, je ne sais pas si vous êtes un petit peu ouverte à ce genre de sujet, je prends le risque. Après, voilà, pour moi, c'est tellement évident que ça a des conséquences là-dessus. Quand je dis je prends le risque, c'est de vous parler un peu de ce qui se passe dans le monde invisible, si vous êtes un peu ouvert à la spiritualité. En fait, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la loi de l'attraction. Quand vous êtes en perturbation émotionnelle, ça joue sur votre niveau énergétique, mais pas sur l'énergie, comme je disais tout à l'heure, où je suis en forme, je suis fatiguée. Là, c'est le niveau énergétique, c'est-à-dire ce que vous dégagez énergétiquement. Si vous êtes plutôt sur une énergie positive, vous allez attirer des choses positives à vous. Si vous êtes sur une énergie plus basse, un peu plus négative, parce que emprunt à beaucoup de perturbations émotionnelles, du coup, vous allez attirer ça aussi. Donc, il y a un peu un phénomène de loi d'attraction et de cercle vicieux ou vertueux. Si je fais court, c'est vraiment ça le message sur cette sixième conséquence. Est-ce que ça va pour les conséquences? Ça vous parle tout ce que je vous ai présenté? Complètement. Ok. Alors, la dernière question à laquelle je ne vous ai pas répondu avant qu'on aille voir un petit peu en quoi consiste cette démarche, parce que je pense que ce qui vous intéresse, c'est de dire « Ok, Florence, mais maintenant, comment je fais pour m'en libérer ?» La dernière question, c'est mais finalement, d'où ça vient ces perturbations? Donc, en fait, là, je vais faire très court avec une image qui va très certainement vous parler. La perturbation émotionnelle, c'est comme une alarme à incendie, c'est-à-dire qu'en fait, elle va se déclencher alors qu'il n'y a pas un réel danger. Une alarme à incendie qui serait dysfonctionnante, pardon, parce que s'il y a un vrai incendie, donc heureusement qu'elle se déclenche. Mais je veux dire, imaginez, vous êtes en train de cuisiner dans votre
vous êtes en train de faire à manger dans votre cuisine et puis il y a un steak qui est en train de griller et il y a un peu de fumée et là, le truc se met en route. Moi, ça m'arrive un certain nombre de fois parce que mon alarme incendie, elle est hyper sensible chez moi. Il n'y a pas de danger, quoi. C'est juste une fumée. Voilà, et c'est ça la perturbation émotionnelle, c'est que en fait, votre cerveau, c'est plutôt le cerveau reptilien, celui qui est le plus archaïque. Lui, il croit que vous êtes en danger et donc il envoie à la fois dans le corps, dans le mental, des alertes en disant bip bip, danger immédiat, alors qu'en fait, finalement, il n'y a pas de réel danger. Donc c'est ce bug qu'on va chercher à désactiver en fait, pour que du coup, votre alarme à incendie, elle se déclenche uniquement quand c'est nécessaire. Que vous ayez vraiment, voilà, quand il y a un danger réel, ok, là, c'est plus de la perturbation, c'est une émotion et elle est normale, quoi. Ok. Alors comment on va s'y prendre pour reprogrammer votre alarme à incendie et qu'elle se déclenche au bon moment et que vous n'ayez plus de perturbation émotionnelle, mais que des émotions? Eh bien, en fait, la bonne nouvelle, c'est que en fait, cette possibilité, cette ressource, vous l'avez en chacune de vous. C'est-à-dire que moi, en tant que praticienne, je ne suis qu'une accompagnatrice, une guide pour vous aider à retrouver cette ressource que vous avez en vous. Et cette ressource, en fait, que l'on a en nous, eh bien, en fait, quand on l'active, quand on va la chercher, elle nous permet justement de pouvoir désactiver, arrêter le bug et faire en sorte que quand vous vivez une situation, ça vous amène une émotion, mais pas une perturbation. On est sur une approche corporelle, hein. Donc ça, c'est hyper important parce que c'est ça qui fait la différence avec d'autres approches, notamment tout ce qui est approche de psychothérapie. En fait, la ressource dont je vous parlais, qui est en chacune de vous, c'est celle qui est dans le corps. C'est-à-dire que là, Muriel, en laissant agir les sensations désagréables, elle a permis à sa ressource corporelle d'agir, c'est-à-dire d'aller jusqu'au bout du processus, de se rendre compte qu'au bout du bout, il n'y a pas de danger de mort, parce que c'est de ça dont il s'agit, hein, il n'y a pas de danger au bout du bout. Et donc, en permettant à son corps, à son mental de vivre le processus jusqu'au bout, eh bien, en fait, c'est là que la déprogrammation est possible parce que, ça y est, le corps, là, il va enregistrer que prendre la parole, c'est pas se mettre en danger. Donc, il n'y a pas besoin d'être en perturbation. Mais pour ça, pour pouvoir déprogrammer ça, il faut justement revivre une situation, laisser les sensations évoluer sans agir dessus. Et voilà, et c'est ça qui crée la boucle de déprogrammation. C'est magique, c'est aussi simple que ça. Alors, c'est aussi simple que ça et c'est pas si simple. En fait, la ressource, une fois qu'elle est mobilisée, elle agit très rapidement. Il faut savoir qu'en 2 minutes 30 maximum, le processus, quand la ressource est mobilisée, ça s'arrête, quoi. Quand je dis 2 minutes 30, c'est-à-dire entre le moment où vous allez me donner les sensations désagréables et le moment où vous allez me dire « Ah bah ça y est, Florence, je sens quasiment plus rien, ça va mieux », quand il n'y a pas d'entrave dans le processus, c'est 2 minutes 30 maximum. Moi, j'ai des personnes que j'accompagne qui sont hyper réceptives à la méthode. En 30 secondes, elles me désactivent le truc, hein. C'est-à-dire qu'elles me disent « Ah bah ça y est, ça y a plus, ça y a plus, ça y a plus, j'ouvre les yeux, il n'y a plus rien ». Et d'autres personnes pour qui c'est moins simple, mais c'est pas grave. Après, c'est juste une question d'accepter aussi que peut-être si vous êtes moins l'habitude d'être en contact avec le corps, on va mettre plus de temps pour pouvoir rentrer dedans. Quand je suis aussi avec des personnes qui aiment bien prendre le contrôle, agir, du coup, je sais que ça peut du coup entraver le processus et on va travailler là-dessus pour qu'elle lâche prise. Donc voilà, donc, si vous rentrez dedans tout de suite, c'est très simple. S'il y a quelques entraves, il faut juste travailler dessus pour pouvoir après être pleinement en fait, réceptive à la démarche, quoi. C'est une approche corporelle. Je n'ai pas besoin de savoir le pourquoi du comment. Pourquoi ça vous met en perturbation émotionnelle, on s'en fiche. Vous voyez, j'ai posé aucune question à Muriel là-dessus. Donc on est très peu dans le mental. Et autre point important dans cette démarche, c'est qu'une fois que c'est désactivé, ça l'est de manière durable. On n'a pas besoin. Alors il y a des fois où la désactivation peut prendre plusieurs séances pour les raisons que je vous ai données juste avant, parce qu'il y a des entraves dans le processus, donc on s'y reprend plusieurs fois et c'est pas grave. Mais après, quand c'est désactivé, c'est désactivé. Donc c'est en ça que,
en fait, on est plus sur de la libération émotionnelle que de la gestion des émotions, parce que vous n'avez plus besoin de gérer, c'est plus là, en fait. Moi, j'aime bien le fait que tu dises qu'il n'y ait pas besoin de polémiquer, de rechercher dans l'histoire, dans le passé, dans le pourquoi du comment. On peut avoir des perturbations au niveau perso ou pro. C'est juste, c'est quoi, qu'est-ce qui te gêne et tu travailles dessus, quoi. Je trouve ça bien. Plutôt que de parler sur un divan pendant X séances, quoi. Exactement. En tout cas, pour la partie perturbation émotionnelle. Après, ça ne résout pas tout. Je vous donne 2 exemples. Le premier dont on a beaucoup parlé, la prise de parole en public. Ce n'est pas parce que je suis plus perturbée à prendre la parole que je vais être un bon orateur. Donc, du coup, ça ne vous dispense pas, pour ceux qui en ont besoin, d'avoir une formation à la prise de parole en public pour apprendre les techniques, comment je prépare mon support, quelles sont les bonnes techniques une fois que je suis face à mon public, etc. Tout ça, je ne vais pas le traiter en libération. Oui. On est d'accord ? Le deuxième exemple qui va vous parler par rapport au syndrome de l'imposteur que vous avez cité toutes les deux dans votre tour de table au démarrage, en coaching, quand je travaille le syndrome de l'imposteur, je peux effectivement enlever la perturbation émotionnelle pour que ça ne génère plus une émotion forte, désagréable, mais pour autant, je n'aurais pas enlevé le syndrome de l'imposteur. Hein. D'accord ? Donc cette technique, elle vous enlève la partie émotionnelle pour ne plus être trop impacté émotionnellement. Pour autant, moi, en complément, ce que je fais en coaching, c'est qu'on va aller quand même chercher ce qui fait que vous vivez ce syndrome de l'imposteur et comment vous pouvez aller au-delà et ne plus avoir ce syndrome-là. D'accord ? Donc, c'est pour ça que je ne dis pas non plus que cette méthode résout tout, loin de là. Elle permet de résoudre l'aspect émotionnel. Imaginez, je reprends un autre exemple, savoir dire non. Si on travaille ça en séance de coaching, on a beau faire émerger les croyances, travailler pour que vous soyez plus à l'aise à dire oui, si à chaque fois que vous devez dire non, vous ressentez de la perturbation émotionnelle de manière forte, vous allez avoir du mal à appliquer tout ce qu'on a vu en séance, quoi. Donc voilà, souvent, moi, du coup, ce que je vois, c'est que d'abord, on enlève la couche émotionnelle pour ne plus être en perturbation. Et quand vous n'êtes plus en perturbation, du coup, vous êtes à même d'aller travailler le sujet de fond. Syndrome de l'imposteur, dire non, être à l'aise avec l'argent, enfin bref, tous ces sujets-là qui peuvent, du coup, quand même faire l'objet d'un travail de fond une fois qu'on n'a plus la perturbation. Comment ça se passe là pour conclure là, vous venez de voir en fait avec la séance avec Muriel, ce que je fais en séance de ce qu'on appelle de désactivation. Mais avant d'en arriver là, il y a une première séance dite de diagnostic. Comme je vous disais tout à l'heure, la prise de conscience, c'est la base de tout. Donc du coup, je fais une première séance avec la personne pour qu'on puisse faire un premier bilan de ses perturbations émotionnelles. C'est un premier parce qu'en fait, ce diagnostic ou ce bilan, il va s'enrichir tout au long des séances. En fait. Au départ, on ne voit pas forcément toutes ces perturbations et c'est au fur et à mesure qu'on les travaille qu'on s'en rend compte, quoi. Donc voilà, donc on commence par un diagnostic. Ensuite, la personne choisit ce qu'elle veut désactiver. Une séance égale une désactivation. C'est très pragmatique, hein. Après chaque désactivation, on a un temps d'intégration que je n'ai pas pu vous faire vivre là parce qu'on n'a pas eu le temps, mais voilà, là aussi c'est une pratique qui pourrait ressembler à de la méditation, mais c'est encore un peu différent. Donc c'est ce qui permet vraiment de pouvoir donner le temps au corps de déprogrammer justement ce qu'on a travaillé en désactivation. Donc c'est hyper important. Donc je termine toujours les séances par 15 à 20 minutes d'intégration. Et puis, une fois que vous avez pratiqué plusieurs désactivations avec un praticien, et je terminerai là-dessus, c'est un point aussi très important dans cette méthode, et c'est pour ça que moi, j'ai tout de suite trouvé ça génial, c'est que vous avez la possibilité, en fait, de vous former à l'autonomie et du coup, de pouvoir vous faire vous-même vos autoséances et de ne pas être dépendant d'un praticien. Donc ça, je trouve que c'est plutôt génial. Nous, ce qu'on voit dans la pratique, hein, c'est qu'il faut quand même faire quelques désactivations avec un praticien parce que ça paraît simple comme ça d'extérieur, mais ça ne l'est pas tant que ça, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, le praticien, il va vous aider au démarrage à vous familiariser et ensuite, il peut vous former. C'est pas long, hein, c'est 3 séances, 3 séances d'1h30 et vous êtes autonome pour ensuite le faire vous-même. L'avantage de l'autonomie,
c'est que plutôt que de revenir avec une situation en séance chez un thérapeute que vous devez en plus du coup payer, là, vous le faites vous-même et surtout, vous pouvez le faire à chaud. C'est-à-dire que dès que vous êtes en perturbation émotionnelle, si vous avez la possibilité de vous mettre à l'écart alors souvent on dit les toilettes ou dans votre voiture ou je ne sais quoi, enfin dans un lieu sécurisé où vous êtes toute seule, vous pouvez vous le faire immédiatement et du coup vous vous libérez tout de suite de la perturbation, quoi. Donc ça c'est aussi un des gros avantages de pouvoir le faire seul. Quelles sont vos réactions ou est-ce que vous avez des questions par rapport à cette démarche qui n'est pas encore très très connue, hein. On est de plus en plus de praticiens, mais ça reste quand même une démarche assez récente. Moi, pas de questions, mais très intéressant en tout cas de plonger un peu là-dedans. Ouais. Oui, et de prendre conscience que finalement, tout ça, c'est pas grave en fait. C'est déjà un peu libérateur, je trouve. Et en fait, de se dire qu'il faut laisser la réflexion aussi, le cerveau de côté. Parce que moi, je suis tendance à être quelqu'un qui cogite et qui est anxieuse et qui réfléchit, qui ressasse ou qui rumine. Et là, de se dire, non, en fait, tu t'en fous de ton cerveau, de tes pensées, tu te concentres que sur ce qui se passe dans ton corps. Donc, c'est plus simple. Pas forcément facile à faire de déconnecter le cerveau, ça je dis pas, mais pour le coup, je trouve que on te demande pas 1 million de choses, quoi. On te demande pas justement encore de creuser. On t'en finit pas. On revient à quelque chose de plus simple sur le corps. Point. Peut-être que l'ouverture que je vous propose pour cette conclusion, c'est de prendre quelques instants pour vous reconnecter aux exemples de perturbations émotionnelles que vous avez partagées tout à l'heure et de vous dire, vous poser cette question de et si ça n'existait plus dans ma vie, ces perturbations? Et si j'arrivais à dire non à un client, à ne pas mettre 1 heure à envoyer mon mail, et si au moment où ma cliente me fait des remarques, finalement, oui, ça me touche un peu, mais ça ne me met pas dans un état émotionnel désagréable. Voilà. Qu'est-ce que ça ouvrirait comme possibilité pour vous, quoi? Qu'est-ce que ça vous permettrait de vivre, en fait, de ne plus être dans ce type de perturbation? Ok. Bon. Merci Florence. Je vous en prie, c'était un plaisir. Et puis, écoutez, si vous n'avez pas de questions, je vais vous souhaiter un bon appétit. Merci. À vous aussi. Bon appétit, les filles. Merci beaucoup. Merci. Bon appétit, bonne continuation. Oui, c'était très, très sympa. Ouais, Ouais, très intéressant. intéressant.